La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B, content de vous retrouver pour un nouveau numéro en partenariat avec la GFI et Frédéric Lelièvre, son rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Quel est le point commun, Vincent, entre le stade de la Tuyère à Lausanne, le pont à Auban du Grand Saconnet qui enjambe l'autoroute près de l'aéroport de Genève et la Barren Tower près de Berne? C'est la plus haute tour de logement de Suisse, 106 mètres tout de même. Alors quel est le point commun? Je dirais l'entreprise Sota. Ah voilà, parce que vous avez bien préparé l'émission, bravo. Effectivement, l'entreprise Sota, spécialiste des constructions métalliques, fribourgeoise, entreprise familiale qui fête ses 40 ans en 2022. Elle est présidée par notre invitée, qui est aussi copropriétaire et directrice commerciale, Laure Sota-Solenghi. Bienvenue dans B2B. Merci beaucoup pour votre accueil, bonjour. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Pour commencer cette émission, portrait. Laure Sota, en parlant d'entrepreneuriat, dans un article paru le 7 juin de cette année dans La Liberté, vous disiez, je cite, « Comme Obélix, je suis tombée dans la marmite étant petite ». Vous aviez 8 ans quand votre père, Bernard Sota, a fondé l'entreprise à Bulle. Est-ce que, durant votre enfance, votre père vous parlait de l'entreprise, de son développement ? À votre avis? Qu'est-ce qu'il vous disait? Alors, les cours d'auto-école, c'était faire des 8 en visitant les chantiers sur les places de parc. C'était avant chaque vacances, on le voyait pas beaucoup parce que il fallait décrocher des commandes avant qu'on parte. Enfin, j'ai grandi vraiment là-dedans. Donc, et comme elle a commencé de zéro, à l'époque, il y avait mes parents dans la maison, dans la villa familiale, avec un fourgon dans la cour, un monteur. Il vendait des charpentes métalliques et puis il les faisait fabriquer et puis ensuite il les faisait monter par son monteur et puis petit à petit l'entreprise elle a grandi et puis elle s'est développée pour arriver là où elle est aujourd'hui. Donc, En fait, vous la viviez plus que d'en parler. Ah, clairement. Clairement. Quel Oui, souvenir vous avez de ce démarrage de l'entreprise? Un souvenir, ça faisait partie intégrante de ma vie, donc j'en garde un beau souvenir. C'est beaucoup d'anecdotes. Il y a des personnes qui ont... Imaginez, il y a des personnes qui ont commencé... l'entreprise, maintenant, elle a 40 ans. Il y a un chauffeur, il est là depuis 39 ans. Donc ces personnes-là, je les ai connues dès le début. C'est une partie de ma vie et puis on a avancé ensemble dans la vie. D'ailleurs, quand je suis arrivée dans l'entreprise, les gens m'ayant connue enfant, ils me disaient tu, moi les ayant connus adultes, je leur disais vous. Il y a eu un petit décalage, il a fallu ajuster au début et puis finalement en étant soi-même et puis ils me connaissaient depuis suffisamment longtemps. Donc, c'était pas l'inconnu. vous avez fait une formation d'ingénieur en génie civil à l'école polytechnique fédérale de Zurich. C'était clairement pour reprendre l'entreprise un jour ou il y avait quand même la possibilité peut-être de partir ailleurs? Si vous dites à un jeune de 18 ans, tu vas aller là, il n'a qu'une envie, c'est aller ailleurs. Parce on veut juste avoir l'illusion, enfin l'illusion, on veut pouvoir décider par soi-même. Donc le domaine scientifique, j'ai toujours été attirée par le domaine scientifique, j'ai fait bac C. D'ailleurs, le directeur à l'époque, quand il a su que je voulais aller en C, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit « Mademoiselle, vous saurez, dans la vie, il y a des gens qui réussissent, d'autres qui ratent. » Parce que pour lui, les filles, c'était en B ou en A. C'était pas scientifique. Donc pour moi, c'était évident que j'allais faire quelque chose de scientifique. Vous avez choisi biochimie. Exactement, j'ai choisi biochimie. Et après une semaine de cours, je suis revenue, je ne sais pas pourquoi, je me vois encore dans l'ascenseur à l'usine, en train de me dire « mais c'est dommage de ne pas essayer parce que tu as peur d'échouer ». En fait, j'ai choisi biochimie pour ne pas avoir de regrets pour la biochimie, mais finalement, je me suis rendu compte que j'aurais plus de regrets en n'essayant pas le génie civil, qui était quand même la filière prédestinée pour avoir après une vie, pour pouvoir potentiellement reprendre l'entreprise. J'aurais plus regretté ça. Et puis finalement, on a plusieurs choix dans la vie. C'est la route qu'on choisit qui fait que c'est la bonne et la manière dont on
on la vit qui fait que c'est la bonne. Donc, du coup, j'ai aucun regret. Ça, c'était intériorisé ou bien il y avait votre père qui, de temps en temps, venait vous donner des petits signaux subliminaux Non, mais Laure, ce serait bien de... Voilà, ce serait jamais, mieux. jamais il a fait ça. Mais moi, étant brave soldat, je me le suis fait toute seule. Donc, mais quand même, quand j'ai vu la sœur d'un ami qui était dans un laboratoire à Zurich en chimie, qui attendait que des cristaux se forment dans son laboratoire, je me suis dit, dans la vie d'entreprise que j'avais quand même vécue, va être beaucoup plus intéressante. Le moment de la passation, de la reprise, c'était quelque chose que vous appréhendiez ou ça s'est fait de manière très fluide? Ça s'est fait de manière fluide parce qu'on en a commencé à en parler à peu près 6 ans avant que ça se passe. Donc, au début, il y a beaucoup d'émotions de tous les côtés. Hein. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et puis, je pense que chacun était content de pouvoir lâcher, que ça reste dans la famille, soit de pouvoir continuer C'est dans la plutôt une même chance. philosophie. C'est plutôt une chance que ce soit passé comme ça. On a reçu d'autres personnes ici, on ne donnera pas les noms, mais qui ont évoqué la transition entre le père et le fils, en l'occurrence, qui était très tendue. Oui. Alors, c'était une chance aussi parce que mon père, dès le moment où, avec mon mari, on a repris l'entreprise, il s'est complètement retiré de l'opérationnel. C'est assez sage de sa part. Extrêmement sage. Et il y a certainement une chose qui l'a aidé à ça, c'est qu'il a eu un accident, un grave accident. Il a été arrêté pendant 6 mois, quelques années auparavant. Et là, il s'est rendu compte que l'entreprise déjà avait continué de tourner sans lui. Il a mis en place une structure qui puisse fonctionner sans lui. Et ça lui a montré aussi la valeur de la vie. Donc, je pense que sans son accident, je ne suis pas sûre qu'il aurait pu lâcher comme ça. Prendre un peu de recul pour mettre les choses en perspective. À prendre du recul, j'évoquais en introduction vos 3 casquettes, si c'est juste, hein, copropriétaire, présidente, directrice commerciale. Comment est-ce qu'on fait chaque jour pour avoir jonglé avec tout ça? On mélange tout. C'est le propre des entreprises familiales, hein, d'un petit peu tout mélanger. Donc, Et qu'est-ce qui est un atout d'avoir ce mélange et qu'est-ce qui parfois, au contraire, peut-être être un frein ou pesant? alors, il ne faut pas se leurrer. Actuellement, je suis énormément dans l'opérationnel. La casquette de présidente, je pense qu'elle viendra dans une deuxième phase. L'entreprise familiale fonctionne vraiment autour de son management et puis de sa direction. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous dire peut-être dans quelques années ça aura changé, je serai un peu plus avec le nez moins sur le guidon, comme on dit. C'est le but parce que là, le nez, il est vraiment sous le guidon actuellement. Et il faut pouvoir avoir un peu de recul. Là, gentiment, on doit penser à la suite aussi. Hein. Mhm. Et ça prend des années, vraiment des années pour s'y préparer. Donc, déjà dans la tête pour imaginer lâcher. Et pour moi, c'est important d'être dans l'opérationnel, aussi une question de crédibilité. C'est comme d'avoir fait ses études à Zurich d'ingénierie. C'était aussi, ça m'a donné un statut, Crédibilité une vis-à-vis de qui? crédibilité vis-à-vis de l'extérieur, des clients, Séparer ces 3 fonctions en faisant rentrer par exemple une administratrice ou un administrateur indépendant dans l'entreprise, c'est quelque chose à laquelle vous songez, vous le feriez peut-être un jour? Alors, on a 2 administrateurs externes. Pour présider le conseil, c'est quelque Ah, chose. pour présider le conseil, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous travaillez ouvert. également avec votre époux, vous l'avez dit, Nadir Solenghi, qui assume la fonction de directeur général. La clé pour un bon fonctionnement quand on travaille en famille? Alors, j'ai reproduit le schéma que j'ai vécu, hein, finalement. Ça a des avantages et des inconvénients. Le grand avantage, c'est qu'on a une compréhension mutuelle immense parce qu'on sait exactement ce que l'autre vit. On est parfaitement interchangeable. C'est rare qu'on fasse les mêmes choses ou qu'on aille au même endroit parce qu'on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Après, le grand danger, c'est de ramener tout ça à la maison et de ne pas s'en sortir. Donc, Alors justement, en dehors du travail, vous aimez la randonnée, les grands espaces, les voyages. Dans ces moments-là, vous gardez toujours une fenêtre sur l'entreprise, sur le travail? Pas forcément. alors, dès le moment où on voit d'autres choses, d'autres bâtiments, qu'on est ailleurs, forcément, on aura l'œil qui sera attiré par l'architecture, par la technique, mais aussi par des manières de fonctionner différentes. Parce que si on ne regarde pas un spectre un tout petit peu plus large que ses propres œillères, on n'a aucune chance d'évoluer. Et il faut se laisser imprégner, il faut se remettre en question, il faut se challenger, il faut
essayer, peut-être échouer, réessayer autre chose. Sans ça, on ne va pas pouvoir avancer, ni nous, ni l'entreprise. Donc, je pense que c'est super important. Et Mais ça se fait tout seul, ça, c'est naturel. on n'y pense pas. Mais non. Rétrospectivement, parmi les différentes réalisations de SOTA, depuis que l'entreprise existe, il y a un projet qui vous a particulièrement marqué, un coup de cœur? J'ai plusieurs coups de cœur. Il y a des coups de cœur plus techniques, dans le sens où, par exemple, mais une particularité, c'est qu'on a des clients qui reviennent régulièrement. On peut avoir Nestlé, Nespresso, on a Merck Renault, avant c'était Arès Renault. On a typiquement, en 96, on a construit le siège à Corsier, c'était Arès Renault à l'époque. Et là, ça nous a fait vraiment grandir. Parce que c'est un tellement gros chantier, personne ne nous attendait sur ce coup-là. Et puis on a dû sortir un peu de notre zone de confort pour pouvoir exécuter ce chantier. Et il y a des chantiers comme ça qui font palier. Et puis typiquement, vous parliez de la tour de Bern Tower à Berne. C'est des chantiers extraordinaires qui nous font sortir de nos zones de confort, trouver des solutions, s'organiser. On a aussi eu un chantier à Londres où là, c'était aussi... moi, je me souviens, je me suis occupée des 1362 pages du contrat. Enfin, j'avais un contact sur place pour faire le lien, mais c'est... Il y a plein... On ne fait pas de série. 2 chantiers sont complètement différents les uns des autres. On construit différemment pour des personnes différentes, avec des mandataires différents. Donc, c'est ça qui est beau dans ce métier-là, en fait. À l'étranger, en Thaïlande aussi, avec un contrat qui a, si je ne me trompe pas, démarré d'une manière un peu incongrue. Oui, tout à fait. Un soir, j'étais au bureau. La réceptionniste dit il y a quelqu'un qui est passé devant l'autoroute qui aimerait visiter l'entreprise. Bon, je descends, je le reçois. C'était une personne thaïlandaise avec un de ses amis suisses qui disait j'ai vu votre bâtiment, ça m'intéresse. Vous faites quoi? Vous faites de la charpente métallique. Moi, j'ai besoin de charpente métallique solide pour mes usines d'extraction de sel en Thaïlande. Je crois que ça rouille. Pas que ça rouille. Est-ce qu'on peut commencer à discuter? Et puis en fait, entre la première usine, maintenant on a fait 3 chantiers avec eux, et puis le 3e chantier il vient de se terminer. Donc c'est sur opportunité, c'est des aventures humaines aussi, complètement improbables comme vous disiez, parce que il faut être bien placé près de l'autoroute quand même. ça nous a économisé un budget marketing pendant quelques années avant qu'il y ait l'autre autoroute qui passe de l'autre côté. Mais... SOTA est une entreprise qui grandit. Dans cette partie, nous allons parler de la marche des affaires, de la transition énergétique et du futur de l'entreprise. Votre société, L'Or SOTA Solenki, compte 440 employés. C'était une centaine il y a 30 ans. Le chiffre d'affaires d'alors atteignait 15 millions de francs. Aujourd'hui, on est à 100 millions, donc une grande croissance. Au mois de juin, toujours dans la Liberté, vous évoquiez l'envolée du prix de certaines matières premières. C'est une grande difficulté rencontrée par beaucoup d'entreprises cette année, en particulier en raison de la guerre en Ukraine. On est 6 mois plus tard. Quelle est la situation? Alors, les prix commencent à se stabiliser. Donc, ça a été extrêmement compliqué pour nous. Déjà, avant, il y a eu le Covid, qui a vraiment été un frein, et puis aussi un problème de disponibilité des matériaux. On s'est dit, on s'en est sorti, c'est bon, on est bon pour un moment. Mais alors, ce qui nous est arrivé avec l'Ukraine, on n'aurait jamais imaginé. Il faut dire que les aciéries européennes s'approvisionnent en Bélarus, Russie et Ukraine. Alors, au cœur du conflit, oui. Donc oui, on a vu l'aciérie à Mariupol qui a été assiégée et tout. Les prix, ils ont fait x3. Et encore des problèmes de disponibilité. Donc ça a été clairement compliqué. Ça, vous dites que ça commence à se stabiliser, mais ça veut dire que les prix restent au même niveau, enfin restent très très élevés? Ils restent élevés, oui. Ils restent élevés. Alors pas autant. On revient un peu au niveau... fin Covid, début Ukraine. Pour certains matériaux, il y en a d'autres pour les façades qui ont moins augmenté, mais dont la progression actuellement, elle continue quand même d'augmenter. C'est vraiment un casse-tête. Prix des matières premières qui montent, alors pour vos clients, ça veut dire parfois des agendas qui sont bousculés, des chantiers un peu retardés? Des chantiers retardés s'il y a des problèmes d'approvisionnement. Et puis pour le prix, certains clients choisissent peut-être de... Alors ça, c'est clair.
Moi, si j'étais client maintenant, je ne suis pas sûre que je construirais maintenant, au jour d'aujourd'hui. Puis les prix Même augmentent, si ça va... vous reportez les augmentations de prix sur vos clients. Alors, ça va dépendre du type de contrat. Si c'est des contrats à type forfaitaire ou à type où il y a possibilité de faire du renchérissement. Mais ça a été une grande difficulté parce que... Et d'ailleurs, il y a eu des prescriptions de la Confédération pour nous aider à nous baser sur un cadre légal pour dire que c'est des augmentations extraordinaires. Le client doit participer. Parce que autrement, je ne serais pas là en train de vous parler. Si on avait dû prendre tout ça à notre charge, je ne serais clairement pas là en On train a de un vous ordre parler. de grandeur, l'augmentation des coûts pour vous, ça a été de combien? Pour nous, ça a été entre 10 et 20 millions. Donc on parlait d'un chiffre d'affaires qui était de 100 millions, donc c'est une augmentation qui est effectivement spectaculaire. Et ça, c'est ce qu'on a pu essayer de récupérer. Mais en réalité, on en assume une partie. Il ne faut pas rêver. Et puis maintenant, il y a d'autres problématiques. Il y a l'augmentation de l'électricité qui arrive. Ça, c'est moins quantifiable. On ne peut pas se baser sur des indices de matière. Et puis même les indices de matière, c'est pas évident parce que l'indice, il fait comme ça, la matière, elle fait comme ça. Enfin, franchement, c'est un casse-tête. Les prix de l'électricité, pour vous, comment est-ce que vous pouvez amortir ce choc? C'est parce qu'on a l'image que forcément la production d'acier ou le travail lié à l'acier, ça consomme beaucoup d'énergie. Pour vous, ça se passe comment? Alors, nous, on ne transforme pas l'acier. Donc, ça reste... Nous, on va découper l'acier. Ça reste... par rapport à des aciéries où ils fondent le métal, c'est encore marginal, mais on reste quand même gros consommateur, ça c'est sûr. Alors, on est en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc, on va passer à gros producteurs et puis on va pouvoir réinjecter une partie du courant qu'on ne va pas utiliser dans le réseau. Mais c'est une condition sine qua non. Et ces panneaux solaires, c'était quelque chose que vous envisagez depuis déjà longtemps sans l'avoir fait, ou bien tout d'un coup là, non, vous êtes vraiment mis à cette solution? Alors évidemment que dans le contexte actuel, c'est quelque chose auquel on pensait. Après, les panneaux pendant longtemps, ils n'étaient pas si performants que les panneaux qu'on peut avoir actuellement. On a dû régler des problèmes sur nos toitures de dégâts de grêle, etc. On ne pouvait pas faire les travaux tout de suite. Les systèmes de lestage des panneaux sont aussi différents, donc ont permis parce qu'à un moment donné, nos structures, elles n'auraient pas supporté les panneaux, mais parce que c'était pas le bon type de panneau. Donc ça a pris du temps de régler tout ça, mais maintenant, là, c'est sûr qu'on n'a plus le choix, quoi. La concurrence est aussi rude. On se souvient, il y a 2 ans, le Vaudois Jeta Mioton a abandonné ses activités dans l'acier. C'était beaucoup plus petit que vous. Enfin, ça témoignait de cela. On évoquait tout à l'heure tous les magnifiques chantiers que vous avez pu faire, mais quand vous regardez l'entreprise un peu plus loin, les 6, 12 mois qui viennent, vous les voyez comme critiques, ou bien on a passé quand même le moment le plus difficile? On est maintenant dans un stade où il faut pérenniser, il faut stabiliser, il faut vraiment que l'entreprise elle puisse travailler dans de bonnes conditions aussi, sans avoir toute cette pression par rapport aux matériaux, parce qu'il faut imaginer, c'est une pression financière pour nous, mais pour les chefs de projet aussi, pour les achats aussi. Enfin, c'est déjà la construction à la base, c'est une succession de résolutions de problèmes. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont solides, hein. Et là, j'aimerais vraiment remercier et saluer toutes les personnes qui œuvrent au quotidien chez nous, parce que toutes les tâches sont importantes, et puis actuellement, je sais que c'est extrêmement difficile. Donc on essaye d'avoir aussi, de garder une bonne atmosphère en interne, de garder cet esprit familial. Même, on est une grosse entreprise, mais on veut garder une accessibilité et puis une authenticité, une humanité, pour aussi motiver le personnel, parce que s'il y avait que le travail et les chantiers, c'est compliqué, c'est une période compliquée. Dans l'actualité, Rolex va s'implanter juste à côté de votre principal site, à Bulle, un nouveau centre de production pour le géant horloger, 2000 employés. Vous vous réjouissez de cette relation de voisinage? Oui, bien sûr. À quelque part, c'est assez incroyable que Bulle soit un pôle quand même pharmaceutique, mécanique, métallique, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui travaillent aussi dans le métal à Bulle. D'ailleurs, la moitié des dessinateurs, plus de la moitié des dessinateurs, les 3/4 vont au cours professionnel à Tolochna alors qu'ils viennent de la région.
Et on a créé une école du métal à Bulle pour les dessinateurs. Donc on avait ces 3 grands pôles. Et puis maintenant, d'avoir encore un pôle horloger, je trouve ça assez extraordinaire. SOTA pourrait travailler sur sur la création d'une partie de ce site de production? Oui, on a déjà à Chênebourg à l'époque, mais il y a 25 ans, on a déjà fait Un autre centre de Rolex dans le canton de Genève. de Rolex. On a fait Rolex Bienne. Pile quand on reprenait l'entreprise, en fait, c'était le premier gros contrat qu'en indépendant on avait décroché. Donc oui. Vous avez assez d'espace pour continuer à grandir à Bulle? Comment vous dire? C'est clair que nos sentiments sont mitigés dans le sens où ce terrain, nous, ça fait une dizaine d'années que c'est la seule possibilité qu'on a d'agrandissement parce qu'autrement, on est cerné par la route cantonale, la route communale et l'autoroute. Donc, c'était la seule possibilité qu'on avait pour s'agrandir. On a eu beaucoup de discussions avec la commune. On n'a pas eu de documents signés, mais on a eu un accord de principe comme quoi on pourrait s'étendre, etc., mais qu'il fallait régler les problèmes entre la ville, le canton, la sortie d'autoroute, le FRO, etc. Et là, on passe de ça à non, il n'y aura plus rien pour vous. Donc ça vient grandir ailleurs. Est-ce que ce serait grandir à Dange, ça, dans le canton de Vaud? Vous avez repris une entreprise il y a à peu près 2 ans, spécialisée aussi dans votre domaine, 40 employés. C'est une option? Là, vous pouvez grandir? Oui, tout à fait. Après, le cœur de l'entreprise reste quand même Bulle. Et c'est vrai que heureusement, maintenant, surtout s'il y a Rolex qui s'implante à côté, heureusement qu'on a eu cette possibilité d'acheter. On a acheté les actifs de cette entreprise, donc les bâtiments, on a repris le personnel. Parce que ça nous laisse une bouffée d'oxygène. Et puis, on louait des locaux déjà en ville depuis de nombreuses années. Donc, comme ça permet de pouvoir souffler et puis avoir une réserve capacitaire. Mais une entreprise, elle doit se projeter sur le long terme. Donc là, de se sentir serré de toutes parts, mais il y a la possibilité de grandir à Dange, effectivement. Mais je crois que cette problématique de terrain, elle est rencontrée par tout le monde. Parce que j'étais il y a à peu près un mois à la remise du prix Suisse romande du Swiss Venture Club. Et sur scène, parmi les 6 finalistes, il y en a 2 qui ont pesté contre la problématique d'acquisition du terrain. Et en tant qu'entreprise locale, c'est pas forcément évident. À propos de long terme, il y a aussi la question de la transition énergétique. Comment se positionne SOTA, à quel coût et quel type d'acier peut-être réutilisé, recyclé ou décarboné utilisez-vous? Alors, c'est sûr que, surtout, je dirais, dans l'ère actuellement, après le Covid, où on a vu nos dépendances industrielles à des pays super lointains, on se dit mais il faut absolument qu'on réindustrialise l'Europe, qu'on consomme local, qu'on préserve l'énergie. C'est un thème majeur et c'est vraiment une direction dans laquelle l'entreprise veut se développer, aussi parce que le personnel y trouve du sens. Et nous, on veut être une entreprise qui veut donner du sens à ses employés, qui comprennent aussi pourquoi on fait tel choix et qui comprennent notre philosophie. Donc, c'est une direction qui est hyper importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'acier, il est depuis des années recyclé à 99%. Donc, on est déjà dans un processus de recyclage. L'aluminium, mais ça, on n'en parle pas, il est recyclé à hauteur de 80%. Dans toutes les tabelles qui sont utilisées pour faire les comparaisons entre les différents matériaux, ce recyclage à 80%, il n'est pas considéré. Il est considéré seulement l'aluminium de première fonte, alors qu'en réalité, on utilise 80% de deuxième fonte. Vous dites que l'acier est plus durable que l'aluminium? Ou en tout cas, on peut mieux le réutiliser que l'aluminium? Alors, ils s'équivalent dans le sens... Bon, on n'utilise pas l'acier et l'aluminium pour les mêmes choses. Mais entre 100%, entre 99% et 80%, ça veut dire que c'est des matériaux qui sont hautement recyclables et recyclés. Après, on peut les recycler aussi. Et ça, c'est super intéressant. Il suffit... Même, on peut imaginer des aciers qui sont sans traitement anticorrosion. On a un pont près de Sierre où il n'y a pas de traitement. Donc, celui-là, on peut directement le recycler. Il n'y a même pas besoin d'enlever la couche de peinture pour pouvoir le remettre dans le cilière du recyclage. Et puis, on parlait de... C'est sûr que maintenant, il y a des aciéries qui commencent à utiliser du courant vert pour refondre cet acier recyclé.
ça fait du sens. C'est clair que ça fait du sens. Et on peut aussi réutiliser les aciers. Parce que typiquement, à la fête des vignerons, on a fait toute ce qui était structure sous les gradins, qui supportait les gradins, et 80% a été utilisé pour d'autres chantiers. Et c'est pour ça que la conception de ces sous-gradins, on a mis le minimum de pièces soudées, c'était tout boulonné, pour pouvoir après pas devoir utiliser le chalumeau, mais pouvoir vraiment réutiliser comme un mécano pour d'autres utilisations. Donc, Sota fête ses 40 ans cette année, un chiffre rond. On dit qu'ils sont toujours plus impactants. Comment ce chiffre rond résonne-t-il dans votre tête, Laure Sota? ça me rappelle mon âge. Mais ça donne une impulsion particulière pour mener l'entreprise vers une voie ou une autre? 40 ans, c'est dans la continuité. C'est sûr que c'est un passage important. On se dit, le prochain passage, c'est 50 ans. C'est du sérieux. Et puis, on va continuer à faire notre travail de manière sérieuse et puis professionnelle. Et surtout que l'entreprise reste pérenne, qu'on puisse continuer à construire en Suisse, produire en Suisse surtout, et pour assurer nos places de travail. Et que finalement, on y trouve aussi du plaisir au quotidien avec tout le personnel, avec sur le cadre des chantiers, qu'on puisse avoir des relations humaines qui puissent faire la différence. Pour terminer cette émission, Laure Sota, des questions sur la matière, êtes-vous plutôt? Laure Sota, êtes-vous plutôt pour le sol chez vous? Vous êtes plutôt le bois, le carrelage ou le lino? Non, le carrelage. Montre en or ou en acier, puisqu'on parlait de Rolex tout à l'heure? En or ou en acier? Trop jaune, l'or, acier. Dans votre voiture, c'est du cuir ou du tissu? Du cuir. Pour écrire, vous êtes plutôt papier-crayon, clavier ou écran tactile? Papier-crayon. Merci beaucoup, Laure Sota, d'être venue aujourd'hui. Merci à vous, merci de plateau m'avoir B2B. invité. Merci à vous, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.